Cette semaine, dans le balado, on veut voler un artefact magique, on erre parmi les îles grecques et on fait face à la destruction imminente de la Terre. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Allô, c'est une semaine d'aventure. Oui, mais une offre très variée. On dit souvent ça, mais à chaque fois, je le pense pour vrai. Là. Oui, c'est ça. On a un gros film américain, film français et un ovni parmi tout ça. Ouais, tous quand même dans la comédie et dans la légèreté au travers de ça. Cette semaine, effectivement, on est plus dans cette mouvance-là. Mais en avril, je regardais une semaine à la fois, mais plein de films d'horreur en avril qui sortent. Et est-ce que c'est à cause de Pâques, toute cette thématique religieuse-là? Ce qui est bizarre, c'est que le Pope Exorcist, il sort le 14 avril. Fait que dans le fond, c'est après Pâques qu'il y a... Il y a le Pope le 14, puis Renfield, qui sont deux tons différents, mais sortent ensemble. Le 21, c'est Evil Dead. Mm-hmm. Puis, il me semble qu'il y en a un autre au travers de ça, peut-être, ou plus indie, ou je sais pas quoi. Fait que... Voilà. Puis, on y reviendra, mais la semaine prochaine, pour Pâques, c'est surtout Mario Bros, pour faire sortir les familles. Il n'y a rien de Pascal là-dedans, mais... Puis aux États-Unis, il doit y avoir des films religieux d'histoire d'apôtres ou je sais pas quoi, mais puis au Canada anglais, mais bon, ça s'est pas rendu jusqu'à nous. Non, ici, on se rabat sur Jésus de Nazareth sur Prise 2, peut-être, je pense. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est encore diffusé à la télé. Jésus de Montréal, peut-être. Mais je dois avouer que quand j'étais jeune, moi, ça faisait partie de mes traditions. C'était les 10 commandements aussi qui jouaient. Ben aussi. L'éternité. Ouais. Mais là, c'est pas le week-end de Pâques qu'on vit dans le futur déjà. Donc, avant d'attaquer les sorties de la semaine, un petit tour d'horizon d'actualité. Hey, j'en ai une. Vas-y. C'est fou. Mais c'est quasiment du réchauffé. C'est Quentin Tarantino qui annonce son 10e et dernier film. Mm-hmm. Ça fait très longtemps depuis les 2-3 derniers films qui laissaient aller la rumeur que lui arrêterait à 10. Il trouve que c'est un beau chiffre et tout. Puis comme personne ne le croyait vraiment. Mais là, il a commencé à écrire des livres aussi maintenant et tout. Puis là, c'était justement la tournée promo là, d'un essai qu'il vient d'écrire. En fait, il a fait le Once Upon a Time in Hollywood en récit, en roman. Qui est, je pense que c'est pas directement le scénario, mais vraiment il l'a adapté une écriture de roman complète. Vraiment, c'est ça. Et sûrement encore plus longue et plus étayée. C'est quand même une bonne brique pour l'avoir vu en librairie, là, effectivement. Ça. Puis je pense qu'il permet d'aller peut-être dans d'autres sous-histoires et tout ça qu'il n'y avait pas dans le film, mais je pense qu'il y avait un bon complément, effectivement, pour les mordus de ce film. Peut-être de fâcher plus la famille des Lee. Et c'est ça. Et là, il vient d'écrire un autre essai sur le cinéma, je sais pas trop. Puis dans la tournée promo, il a dit « J'ai fini d'écrire mon scénario de ce qui sera mon 10e et dernier film. Mm-hmm. Il pense qu'il devrait être bon pour le tourner cet automne. Ça va s'appeler The Movie Critic. Ça va se dérouler en 1977. Mais il a fait taire les rumeurs là, que ça serait une espèce de biopic sur une célèbre critique, je pense, du New York Times, quelque chose comme ça. Là. Okay. Mais il s'est pas trop avancé plus sur ce que c'est. Et peut-être que ceux qui connaissent sa filmographie par cœur vont dire ben non, mais il y en a déjà 10. Mais non, parce que lui, il compte les deux Kill Bill comme un. Dans le fond, c'est la même histoire, c'est le même projet. Film en deux parties, finalement. Et on parle vraiment des réalisations, film long métrage complet. Fait qu'il compte pas non plus ceux qui ont fait juste des segments là, comme. Four Rooms. Four Rooms, c'est ça, exact. Il a réalisé des épisodes aussi de CSI, des affaires comme ça. Il a fait pas mal de trucs, mais vraiment, c'est film complet. C'est quoi ton préféré, toi? Je renomme ça Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill, Death Proof, qui faisait partie du projet Grindhouse, Inglourious Basterds, Django Unchained, Eightful Eight et Once Upon a Time in Hollywood sont ces 9 longs métrages. Moi, je pense que ça demeure Kill Bill. Encore, j'avais vraiment pris mon pied... Parce que hommage au film de Kung Fu dont j'adore, au film d'arts martiaux, tout l'esthétisme, Mais je trouve aussi que, avant de me commettre, comme il est fait tout à peu près aux 5 ans, on dirait qu'il touche des acteurs puis une période différente de ma vie. C'est sûr que les premiers, je les ai vus juste en DVD. Là. Je voyais pas ça au cinéma. Là. À partir de Kill Bill, je les ai vus au cinéma. Mais je fais partie de la gang quand même. Inglourious Basterds, j'avais beaucoup apprécié à ce moment-là cette espèce de fantaisie, folie. C'est sûr que dans tous ces films, il y a une espèce de célébration de la violence que
un peu comme Fight Club, là, quand t'es jeune, tu fais c'est vraiment hot. Puis là, en vieillissant, tu fais c'est violent. Je sais pas, je me sens vieux des fois quand je check ça. Tu sais, comme Django Unchained, mettons, il y a de quoi de funner, mais il tire tout le monde à gauche puis à droite. Mais ouais, je pense que Inglourious, c'est un de ceux-là, mais c'est vrai que Kill Bill a de quoi de cool avec Uma Thurman dans ce rôle-là. C'est un diptyque là, en 2 parties, mais de style assez différent. Ouais, c'est ça. Autant le premier, c'était les films d'arts martiaux. Le deuxième, on est dans le western. Mais Inglourious Basterds est très proche. C'est très difficile de les partager parce qu'il y avait vraiment des moments d'anthologie aussi. Ouais, c'est ça. Il y a des trucs drôles. Le personnage de Brad Pitt aussi, là, dans son Correcto. Enfin, de même, mais oui, avec Denis Ménochet, justement, la scène d'ouverture. La scène du bar aussi, là, avec le... Ouais, le fameux 1, 2, 3, avec le pouce. Puis, voyons, son nom m'échappe, mais... Fassbender, Michael. Ben là, c'est Fassbender, mais le méchant, là, Weiss... pas Rachel Weisz, mais dans Inglourious Basterds, lui qui fait l'espèce de général allemand. Et dans mon souvenir, il attendait de trouver l'acteur parfait pour faire le film. Ça faisait longtemps qu'il était prêt. Puis il a fini par trouver ce mec-là qui m'échappe multilingue, puis ça a démarré sa carrière et tout. Puis il l'a repris dans Django Unchained. Et on s'excuse à tous ceux qui sont en train de crier le nom de l'acteur que là, j'oublie. Moi aussi, j'ai un blanc total. Mais c'est ça. Pourquoi j'ai juste fait? J'ai pas mon cellulaire. Je pourrais pas vérifier pendant que tu poursuis. Fait que, bref, même Tarantino continue à dire que ça va être son 10e et dernier film. Fait que... Peut-être qu'après, il va juste tomber dans des téléséries ou des affaires comme ça. Peut-être scénariser pour des amis, leur offrir des scénarios. Ça. Mais ça sera pas. Il y avait des rumeurs aussi qui disaient qu'il ferait peut-être un Star Trek. Ben, effectivement. Mais non. Ben, en fait, l'histoire n'est pas comme tout à fait morte. C'est pas clair parce que... Ou il va dire, là, c'est pas moi qui l'ai écrit, fait que je peux me mettre à réaliser des affaires des autres. C'est pas mes films à 100%. Tu peux jouer avec les mots, là. Donc, à suivre, justement, restons encore dans une plus grande légende qui, lui aussi... On pourrait citer à son dernier film, Clint Eastwood. Ah ouais, OK. Quand même. 93 ans, faut le souligner. Oui. Écoute, mais je pensais pas qu'il... je vais te laisser poursuivre. Vas-y. Je me disais, j'ai l'impression... Je pensais qu'on n'aurait jamais son dernier film jusqu'à temps qu'il meure. Qu'il serait toujours en train de travailler sur un, puis à un moment donné, il y aurait un film incomplet. Ou en espérant qu'il ne meure pas sur le tournage ou quelque chose comme ça. Là. C'est pour ça qu'il l'a pas annoncé. Il l'a pas dit que c'est son dernier. Mais effectivement, vu l'âge... C'est ça. Il y a des bonnes chances, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il va se rendre jusqu'à 100 ans puis tourner un film. Ça serait quand même assez... Ça serait un record. Surtout, j'ai pas vu le dernier, mais il me semble qu'il joue encore dedans. C'est ça? Oui, dans le dernier, Cry Macho jouait dedans, alors que là, il se contenterait juste de réaliser. Il ne serait pas à l'affiche. Mais donc, toujours avec la Warner, qui fait comme 50 ans qui tourne avec ce studio-là. Et on revient à un thriller, donc, dont le titre serait Juror Number 2. Alors, jury numéro 2. Oui, numéro 2. Donc, ce serait un juré qui pense avoir peut-être commis le crime pour lequel il fait partie du jury. Et là, il essaie de magouiller ou d'essayer de convaincre de son innocence. En tout cas, fait que c'est une prémisse qui est assez, intéressante. J'ai vraiment beaucoup réagi, mais c'est comme... qui pense qu'il l'aurait. Fait que c'est même pas... Il est coupable, mais il essaie de se cacher. En tout cas, ça sonne comme en étant au tribunal et tout, il va faire... Ah merde, c'était peut-être moi le délit de fuite finalement, ou je sais pas trop. C'est sûrement qu'il va y avoir quelque chose qui entoure tout ça, là, une espèce de mystère. Pourquoi qu'il pense ça? Donc... et qu'il soit pas du tout considéré dans les témoins. OK. Ouais, donc bien hâte de voir. Alors, le tournage devrait s'amorcer au courant de l'année, probablement pour une sortie 2024, évidemment. Donc, comme je disais, dans quand même 40e film d'Eastwood, on a tendance à l'oublier qu'il a souvent qu'il a réalisé la majorité des films dans lesquels il a joué aussi. J'avoue aussi peut-être que ça serait un beau chiffre d'arrêter à 40 réalisations, justement.
Alors, à suivre. Sinon, pour les fans de Marvel, petite annonce quand même, peut-être pour les plus grands fans, ce sera le retour d'une comédienne dans un des films. Donc, Liv Tyler, qui va reprendre son rôle de Betty Ross, qu'elle avait incarné dans The Incredible Hulk en 2008, qui était sorti tout juste avec après Edward Iron Man, Norton, Edward Norton, qui lui, on avait tassé. Et elle, on l'avait pas revue. Et puis, donc, elle sera du 4e Captain America New World Order, qui on sait maintenant que c'est Falcon qui a le bouclier. Ça fait du sens parce qu'évidemment, le méchant, c'est son père, qui est le général Ross, qui va être incarné maintenant par Harrison Ford. On avait évidemment parlé parce que le comédien à l'origine est décédé, William Hurt. Donc, et dans les bandes dessinées, William Ross va prendre des rayons gamma, ou peu importe, une substance qui va le transformer en Hulk rouge. Donc, on va voir si on va tenir ça dans le film. Ben oui, c'est ça, c'est drôle parce que c'était comme le film qui était non dit, mais qui était dans la continuité du MCU, là, parce que lui, de 2003, avec Eric Bana, j'ai oublié le nom. Nick Nolte qui jouait le. Ouais, mais j'ai oublié le nom du réal. Ang Lee, ouais. Ang Lee, c'est ça. Lui, comme, c'est à part, c'est autre chose. Oui, ça faisait pas du tout partie de ça. Mais on pensait, à cause du recasting de Mark Ruffalo, que celui avec Norton n'existait pas, mais c'est faux parce qu'on a revu aussi l'abominable. Abomination. Dans le Shang-Chi. Mm-hmm. Fait que, non, c'est ça, ça en fait partie. C'est ça. Puis je pense que dans les séries What If, il avait repris de ces moments-là. Il y avait un What If avec Hulk et tout. Fait qu'on reprenait cette timeline-là, mais le dessin animé ressemblait à un Mark Ruffalo. Fait que c'est comme si c'est l'histoire du Ruffalo qu'on connaît, c'est ça qui est arrivé, mais c'est un recasting à ce moment-là. Tout à fait. Parce que aussi, il y avait la présence de Robert Downey Jr. Dans une scène post-générique. Ouais, en fait, si ma mémoire est bonne, eux, ils voulaient continuer avec Norton. C'est juste que lui, je pense que quand il est arrivé au niveau des Avengers, puis tout, ça marchait plus contractuellement. Non, en fait, c'est que Edward Norton a une réputation d'être très difficile sur les plateaux de tournage, qui semble un peu niais, mais c'est pas la première histoire que j'ai déjà lue sur d'autres films. Donc, tout simplement, il a été écarté, je pense, à cause de ça, là, à cause de son penchant en Team Spirit, ça marchera pas. Effectivement. Puis je pense qu'il a tendance à beaucoup s'immiscer dans le montage final, puis d'y aller avec beaucoup de critiques. En tout cas, fait que c'était plus à ce niveau-là. Je sais pas si ça avait fait ça pour Knives Out 2. Donc, voilà pour une nouvelle Marvel. Sinon, Cannes, je ne sais pas si tu as vu ça passer, ça va être en tout cas un bon début de croisette. On a annoncé 2 grosses productions qui feront leur première sur place. C'est-tu le film de Scorsese, entre autres? On a confirmé, donc Killers of the Flower Moon de Scorsese. On ne sait pas encore s'il fera partie de la compétition officielle ou présenté hors compétition. Ça, c'est à déterminer, à suivre. Mais hors compétition, on a annoncé la première d'Indiana Jones and the Dial of Destiny. Alors, l'équipe débarquera sur la croisette pour cette première-là. Ouais, puis c'est pas fou parce que c'est début mai, puis le film sort le 30 juin, je pense. Fait qu'on va déjà avoir des échos de si c'est bon ou pas bon. Un petit buzz, J'imagine qu'eux, ils sont très confiants parce que si tu penses que ton film est un take the money and run, tu vas pas le montrer en primeur 7 semaines d'avance parce que là, ça va juste tout te nuire. Là. Ouais, je pense qu'ils doivent effectivement être assez confiants, un peu à la manière de Top Gun Maverick l'an dernier, qui avait créé ce buzz-là. Mais tu sais, Harrison Ford est tellement aimé que les gens n'oseront pas 100% détruire le film. Mais il y a un risque, c'est que l'original est 1000 fois meilleur, fait que tu être capable d'aller rechercher cet amour-là, là, en tout cas. Ouais. Mais d'ailleurs, je reviens, j'ai laissé ça aller. On avait déjà parlé, je pense, mais ça m'était sorti de l'idée. Mais Harrison Ford, ça va être comme une des premières fois qu'il joue un méchant pour dans des Marvel à faire le général machin. De mémoire, il a joué un autre méchant. OK. Dans un thriller de Robert Zemeckis. T'avais-tu ça? What Lies Beneath avec Michelle Pfeiffer. Non, j'ai pas vu ça. OK. Donc, avec là, désolé, spoiler alert, parce que c'était quand même un twist spoiler, du film. Très surprenant d'ailleurs, mais c'est effectivement très, très rare. OK. Mais ça doit pas être pareil. Tu sais, là, il va être
peu vilain, mal intentionné. Un peu c'est sûr qu'on est dans un rôle de bande dessinée, on s'entend, là, plus grand que nature. Penses-tu, dans les Marvel, sais-tu que ce général-là, il devient dans les Hydra pis tout, ou secrètement, un agenda secret? J'ai pas assez lu cette période-là avec en fait, le personnage est là depuis le début, là, fait que. Mais dans cette twist-là qui devient le Hulk rouge, je ne connais pas assez. À découvrir en 2024? Oui, je pense que ça va être celui du mois de mai 2024. OK, dans un an. Bon. Dans un an, ouais. Sûrement qu'il va y avoir une bande-annonce dans 8 mois, puis là, on va voir Harrison Ford, puis je vais faire « Harrison Ford, je voulais ça! » Je vais avoir encore oublié. Et sinon, dernière petite nouvelle que je trouvais juste plus anecdotique, mais quand même sympathique, parce que évidemment, John Wick est à l'affiche. Ça a été Keanu Reeves a révélé, ou je ne sais pas si c'est lui, en tout cas quelqu'un de l'équipe, mais qu'il avait offert des t-shirts aux membres de l'équipe des cascadeurs. Okay. Et sur les t-shirts, il y avait un nombre et c'est le nombre de fois que le cascadeur a été tué par Keanu Reeves dans les cascades. Ils font différents personnages et tout. Il reprend plusieurs fois dans le film. Donc, et ça allait, je pense, jusqu'à 10-12 là, dans les plus hauts, là, quand même. Alors, une petite badge d'honneur de dire j'ai été tué 10 fois par John Wick. C'est drôle, ça. Ouais, c'est quand même le fun. Je sais pas s'il était allé, genre, super qualité ou plus il a imprimé de quoi chez eux avec son imprimante à langue et avec son fer à repasser. Il a mis ça sur un chandail blanc. Donc voilà, peut-être qu'il y en a qui vont circuler sur eBay un jour. On ne sait jamais. Bon, moi, je pense que je le garderais. J'imagine qu'en plus, tu fais signer par l'équipe à ce moment-là. Ça devient vraiment un souvenir de tournage sur un T-shirt de coton fabriqué en Indonésie. Mais bon, c'est unique. Grosse bande-annonce cette semaine pour les fans et la secte de Wes Anderson avec Asteroid City, que j'essaierai pas de prononcer à l'anglaise. On dirait que ça se dit Asteroid City. Voilà, c'est réussi. Qu'on comprend qu'on est dans une petite ville perdue dans le désert. Il y a déjà une image très... postale un peu. Ouais, c'est ça, très éclairée, là, très bright, très lumineuse. C'est dans la direction photo et tout. Très rétro dans le ton de l'image. Ouais, ça fait justement, on parlait d'Indiana Jones, là, l'Indiana Jones 4, là, l'espèce de village de tests nucléaires. Ça sonne un peu de même, mais c'est plus un village où il y aurait eu un astéroïde qui serait tombé il y a plusieurs années. Et là, on suspecte que les activités extraterrestres commencent à reprendre. Et on retrouve la rasade de personnages et de caméos habituels. Ouais. Mais on note deux nouveautés. Tom Hanks et Steve Carell qui sont au générique. Ça va être des premières fois pour eux. Et Hong Chow aussi qui était dans The Whale, là, qui est une nouvelle actrice en vogue et dans plein de productions. Je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter. Le 16 juin pour Asteroid City. Écoute, ça a l'air dans la palette en continuité de ce qu'il fait. Évidemment, des dialogues assez... comment qualifier ça? Non naturel, là, mais c'est très BD. Là, c'est un côté... Les gens parlent factuellement, comme c'est bizarre. Ouais. Là. Et visuellement, ça a l'air vraiment beau. Donc, l'histoire se déroule dans les années 50, en 1955, là, plus précisément. On a l'air des personnages très colorés, très singuliers aussi. Beaucoup d'enfants également, là, genre préadolescents et tout. Fait que, j'ai très hâte de voir ça. Jason Schwartzman, drôle de barbe, là, comme une espèce de barbe de tour de face qu'on n'est pas du tout habitué de le voir avec. Il a l'air d'être le personnage central, peut-être. Là. Scarlett Johansson aussi, pas mal. Mais, c'est ça. J'avoue que la bande-annonce me paraît aride, là. C'est très désertique et aride. Mais je suis convaincu qu'en histoire, ça s'explique mieux. Là. Ça doit être vraiment des films, c'est difficile expliquer qu'est-ce qui va se dérouler vu que t'as 29 personnages, 2 personnages principaux puis 18 secondaires. Fait que comment tu montres ça? Mais on est dans la symétrie, il y a du jaune partout. C'est Wes Anderson est en forme et il est de retour. De ce qu'on comprend, il semble y avoir une certaine tension entre le personnage de Jason Schwartzman et de Tom Hanks qui joue son beau-père. On sent croire que sa fille à elle, donc la femme de Schwartzman, est décédée. Il se retrouve là avec ses enfants. Mais je pense que c'est ça qui est... Puis il y a des gens qui sont comme coincés là parce qu'à cause d'activités paranormales ou quelque chose comme ça, ils ont un peu assiégé la ville. Là. Les gens ne peuvent pas sortir. C'est ça. On sent qu'ils sont comme espèce de camping en attente d'événements. Ou en tout cas, c'est ça. Comment on appelle ça? Non, pas un embargo, mais une quarantaine. Quelque chose comme ça.
Donc, à suivre. Sci-fi pour Wes Anderson. Ouais. Et en parlant de science-fiction et de fantasy, il y a Pixar qui a lancé la bande-annonce complète pour Élémentaire au Québec, qui va prendre aussi l'affiche. Je pense que c'est la même date. Je pense que les deux, c'est le 16 juin. Oui, je pense que oui. Fait que le prochain Pixar, où on suit principalement une petite flamme. Dans le fond, on a la terre, l'air, le feu et l'eau, les 4 éléments. Et on n'a pas le cinquième élément qui est l'amour. Quand ça, c'était ça aurait pu être Mila Jovovich. Ouais, c'est ça, en strip ça band. Des trash. Je sais pas s'il y aurait une petite blague de ça au travers quelque part, là, une rousse en strap blanche, je sais pas. Il n'y a pas l'air d'avoir de taxi volant non plus. Bref, fait que c'est ça, je pense que c'est un conte de personnes opposées parce que les éléments ont toutes leurs forces qui ressemblent à ce qu'ils sont et ce qu'ils font, qui vivent tous chacun de leur côté, mais ils sont pas supposés se mélanger puis se côtoyer. Puis là, il arrive un petit monsieur eau qui va parler avec une madame feu qui est supposée faire tout comme son père voulait, mais qui finalement cherche plutôt à s'émanciper et faire ce qu'elle veut faire dans la vie. Ouais, il y a une petite vibration inside out, je trouve, au film. Là. On est dans le très conceptuel, un peu abstrait, mais avec l'intelligence, évidemment, que Pixar habituellement amène à leur projet. Ben, c'est ça. Et ben, aussi, l'animation a l'air de haute qualité. Et là, animer des éléments, c'est un peu ce qu'il y a le plus challengeant. Là. Des poils puis des éléments, c'est pas mal ça le plus tough. Là. Et le plus dispendieux. Fait que là, plein d'eau, plein de flammes, plein de vent. Ouais, je suis curieux de voir. C'est sûr que, je pense qu'à chaque fois, on fait le référent avec Inside Out, qui est plus sur les émotions, mais ça fait déjà quoi, 7-8 ans, là? Ouais. Fait que c'est pour ça que je veux pas dire que c'est un copier-coller, on l'a pas vu encore, mais ça a l'air un peu de se ressembler parce que tu veux des messages un peu semblables pour donner à des nouveaux enfants de 7 ans. Là, fait que c'est tout à fait louable en leur sens, là, qu'on comprend vraiment que c'est contre l'espèce de... Les choses n'ont pas besoin d'être toutes noires ou toutes blanches. Le gris, c'est parfait de mélanger, de choisir ce que tu veux, trace ta voix, etc. Là, tout à fait. Voilà. Sinon, dans un autre registre film pour enfants, je sais pas si tu as vu passer la bande-annonce de Trolls Band Together, le 3e troll. Oui, mais je vais être honnête, j'ai aucun intérêt. Aucun intérêt pour je m'y ça. tenaiserai pas. Donc, sachez qu'il y a un 3e troll pour ceux qui ont j'ai vu des la enfants bande-annonce, puis c'était juste le chaos. Là. J'arrive pas à différencier un troll de l'autre. Puis j'ai pas vu aucun des films, mais je sais que c'est très musical, que c'est entraînant, et que s'ils sont rendus à 3, c'est parce qu'il y a un énorme succès. C'est une franchise forte pour c'est DreamWorks, ça, puis Universal Pictures. Puis ça sort en novembre, fait que le but, c'est que ça reste encore autant des fêtes à l'écran, etc. Effectivement, donc ça sortira le 17 novembre, donc la fin de semaine avant le Thanksgiving. Alors, on va surfer là-dessus pendant plusieurs semaines. Ouais, puis il y a beaucoup de blagues encore de groupes musicaux et de musicalité, là, c'est ça. C'est comme... Ouais, l'intrigue tourne alentour de ça, où le personnage de... Il retrouve un frère perdu, puis il y aurait eu un boys band. C'est ça, il faisait partie d'un boys band avec ses frères, et là, on découvre tout ça. Donc, on est vraiment ailleurs, mais écoute, comme tu dis, c'est ça. Effectivement, ça fonctionne très, très bien. Ouais, puis je sais pas, est-ce que dans le 2, c'était aussi Justin Timberlake qui avait fait une tune thème? Tu sais, la fameuse tune... j'ai pas vu le 2, j'avais vu le 1 à l'époque. Ma fille était plus jeune. J'imagine qu'il a dû en faire une chanson pour le 2 était plus rock, là. Ouais, il arrivait des espèces de viking metal ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Puis l'autre, je sais pas, parce qu'il se moque des boys bands, puis Justin Timberlake a commencé avec NSYNC et tout. Fait que je peux pas croire qu'il y aura pas de clin d'œil à ces belles bouclettes frisées de l'époque. Alors, parlons des sorties de la semaine. Oui. Allons-y avec le plus gros. Le plus gros dragon. Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves de Jonathan Goldstein et John Francis Daly. Oui, et au Québec, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Allons-y, je vais aller direct avec les synopsis. Après, on parlera de tout ce qu'il y a là-dedans puis ce qu'il y a derrière tout ça. On est dans un monde médiéval fantastique et on va suivre principalement le voleur Edgin, qui est joué par Chris Pine et qui commet divers vols avec ses amis et sa fille depuis l'assassinat de sa femme, donc qui s'occupe seul de sa fille. Et lors d'un dernier grand coup où il pourrait mettre la main sur une tablette spéciale qui lui permettrait de ramener sa femme à la vie, lui et son ami barbare Olga, qui est joué par Michelle Rodriguez, se font capturer. Puis ils vont devoir s'évader de prison et réaliser que un de leurs amis les a trahis, que sa fille est maintenant comme
prisonnière à son insu, mais d'un tyran qui gouverne la ville. Fait que on rentre dans une quête et une espèce de heist movie où il va devoir se monter une équipe pour aller chercher des objets qui vont lui permettre d'aller rentrer au château, secourir sa fille et par le fait même essayer de récupérer cette fameuse tablette, un précieux trésor et finir la journée en beauté finalement. Ben oui. Très bien. On dirait une quête de jeu Donjon Dragon, coudon, cette affaire-là. Ah ben coudon. Ben c'est ça, c'est l'univers Donjon Dragon, D&D officiel qui appartient à Hasbro à cette heure et tout. Là, vraiment, n'importe qui peut jouer à ça, là, mais si tu as des livres officiels avec des quêtes suggérées, tout l'univers, il y a des droits, une entité légale qui possède ça. Fait qu'on est dans cet univers officiel de Donjons et Dragons, voilà. Bien que, comme tu dis, c'est un jeu de rôle où on invente en grande partie ces aventures-là, donc il n'y a pas d'inquiétude à savoir est-ce que je vais être perdu si je vais voir ce film-là. Exemple, pour quelqu'un qui écouterait Seigneur des Anneaux pour la première fois, où là, on avait vraiment l'adaptation d'un récit. Donc, non, effectivement, le nom est là pour susciter un intérêt commercial, mais on aurait pu enlever Donjon Dragon du titre et ça n'aurait rien changé à la quête à l'univers. Là. Donc, et quand même, les scénaristes ont fait un bon travail à ce niveau-là. Et puis, je pense que c'est un peu à double tranchant parce qu'on peut avoir certains préjugés envers les Rocky Fantasy. On sait que ça n'a pas une bonne feuille de route, hormis la trilogie de Peter Jackson de Seigneur des Anneaux. Ouais. On sait qu'il y a déjà une première mouture de Donjon Dragon qui était de 2000, justement. Oui, qui était quand même une catastrophe. Vraiment... Ça avait coûté 45 millions, ce qui est beaucoup à l'époque. Ouais. Et si vous regardez des extraits sur YouTube et tout, la technologie était pas prête pour ce genre de film-là. Là, fait que ça paraît très mal. Là. Ça a l'air quasiment Sinbad le marin et l'émission de télé. Là. Oui. Puis ça avait généré un revenu mondial de 35 millions. Fait que c'était vraiment un flop. Moi, c'est pas un flop de 200 millions, mais c'est quand même un échec. Et pourtant, ils ont fait 2 suites. Direct ou DVD. Oui, c'est ça que là, j'ai pas vu d'extrait. Ça a dû coûter des peanuts, sachant ce que ça allait rapporter. Là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Et je vais faire comme un anti-spoiler là, où le film, c'est vraiment juste l'univers. On suit pas des joueurs qui jouent à Donjon Dragon. Il n'y a pas de 4e mur brisé. C'est la fin, c'est pas ça. C'est pas tout ça n'était qu'une game, on se revoit samedi prochain pour la suite. Là. Ça aurait été vraiment de la merde là, si c'était ça. Et c'est pas le cas, tant mieux. Là. C'est vraiment, on est dans l'univers. Eux, ils ont des aventures. Et contrairement au fiasco de 2000 qui s'appelait juste Dungeons and Dragons, ça se prend pas trop au sérieux. Genre. On n'est pas non plus à l'extrême de toujours faire des blagues méta, là, ce qui est quand même la mode ces temps-ci. Ouais. Mais on n'est pas juste... tu sais, Seigneur des Anneaux est assez très sérieux dans son aventure. Là. C'est des voleurs, ils fanfaronnent un peu. Fait un peu comme tu disais, autant moi qui suis pas très familier à Donjon Dragon, là, j'ai joué quelques heures dans ma vie sans plus. Puis c'était une version réduite pour les nuls un peu. Là. Puis tu sais, j'ai compris puis j'ai tout apprécié, mais je sais que ceux qui sont très connaisseurs vont plus remarquer des clins d'œil qu'il y a dans le film, mais t'as pas besoin de les savoir. Tu sais, les créatures fantastiques qui affrontent à certains moments et tout sont des vraies créatures que des Dungeon Masters vont utiliser. Mais ici, t'apprécies la ride, c'est tout. Là. Tout à fait. Écoute, ça aurait pu être un grand désastre. Honnêtement, j'étais parmi les sceptiques depuis l'annonce du projet. Quand même un casting un peu éclectique aussi, là, que j'étais pas trop certain que Chris Pine dans cet univers-là. Okay. Et pourtant, il fait un excellent boulot. Il est très bon quand il se prend pas au sérieux non plus. Donc, on retrouve un peu là, l'essence de son Captain Kirk de Star Trek. C'est aussi, ça. là, Moins arrogant, mais oui, ce côté un peu, regarde, qui peut pas si compliqué lui-même. Que ça. Là, ouais. Et tant dans le ton, dans l'humour, un peu dans le visuel et tout ça, là, je pense qu'un bon comparatif, ça pourrait être les Pirates des Caraïbes. Ouais, c'est je trouve qu'on est là-dedans. C'est très, il y a de l'humour, mais c'est traité sérieusement. Donc, moi, ça a été honnêtement une belle surprise. J'ai vraiment passé un bon moment. Donc, si vous voulez quelque chose de très divertissant, très familial, qui fait peut-être changement des super-héros, parce que vous n'avez peut-être aussi être tanné, puis c'est correct. Donc, ça pourrait être une bonne suggestion là, de voir quelque chose d'un peu différent. Comme je disais, on ne le voit pas souvent au grand écran, ce genre-là. On avait eu à la télé Game of Thrones, évidemment, qui a un grand succès, mais Game of Thrones était encore là plus sérieux dans son
traitement, et tout, puis très réaliste malgré ce côté-là un peu de magie, mais on est moins dans les créatures que l'on peut voir dans Donjon Dragon. Là. Donc, il y a un côté très bande dessinée. Puis, écoute, ça se ressent. D'ailleurs, en fouillant un peu, j'étais surpris que les réalisateurs et scénaristes, donc Jonathan Goldstein et John Francis Daly, ont aussi travaillé sur le premier Spider-Man de Marvel, Spider-Man Homecoming. Alors déjà là, ça dit un peu leur genre. Ils avaient fait aussi les comédies Horrible Bosses, Mauvais Patron, quelque chose comme ça aussi. Vacation, qui était le genre de spin-off des... National Lampoon Vacation. Ouais, c'est ça. Donc, ils baignent dans l'humour. Je pense qu'ils le font très bien, honnêtement. Ils ont quand même une bonne feuille de route. On voit que c'est deux fans là, qui jouent à Donjon Dragon et tout. Et pour la petite histoire, pour les plus vieux, John Francis Daly, c'est lui qui jouait le Sam dans Freaks and Geeks, là, le petit frère de Linda Cardellini, genre. Puis c'est ça. Après, aussi, à la télé, il a joué dans Bones aussi. Il a fait un personnage de Lance là, pendant genre 140 épisodes. Là. J'ai pas assez écouté Bones pour le replacer. Là. Mais c'est ça. Puis depuis, c'est tout le temps avec Jonathan Goldstein, c'est ça, qui font leur projet. Toujours ensemble, c'est un duo, là, comme un peu les Russo Brothers ou quelque chose comme ça. Puis ils se sont pas cachés qu'ils se sont inspirés là, de un peu Princess Bride, des Monty Python and the Holy Grail, Seigneur des Anneaux, évidemment, les Indiana Jones. Ça fait aussi penser un peu à un Gardien de la Galaxie, là, d'une bande de misfits là, qui ne fit pas trop ensemble. Les autres comédiens, c'est ça, Chris Pine, Michelle Rodriguez, qui fait plus une barbare, qui a une bonne séquence de combat à certains moments. Il y a Justice Smith, un peu plus jeune, qui était dans les Pokémon, puis le dernier Jurassic Dominion, là, qui était quand même un fiasco, mais dans Pokémon, il s'en tirait bien dans le personnage principal. Et Roger Jean Page, le beau monsieur, le beau Britannique dans Bridgerton, qui joue un paladin, on le voit dans la bande-annonce, là, complètement... straight. Ouais, complètement straight, aucun sens de l'humour, de l'ironie, et qui a toujours les bonnes paroles au bon moment, fait que ça vient vraiment casser. Il y a beaucoup de blagues avec le personnage de Justice Smith qui est un sorcier qui manque énormément de confiance en lui. Sophia Lillis, qui va jouer une druide, là, donc qui peut se transformer en plein d'animaux, qui a une magie différente, si on veut, qui jouait la jeune Beverly, là, le personnage plus jeune de Jessica Chastain dans le diptyque It, plus récemment. Et Hugh Grant, un favori de tous, qui va jouer cette espèce de tyran... chef d'arnaqueur un peu aussi. Là, et il va y avoir de la sorcellerie au travers de ça et des agendas secrets pour plein de personnes. Ça a été filmé en Islande puis en Irlande du Nord pour la plupart des décors. Là. Islande, c'est beaucoup la partie prison là, que vous allez voir au début, les paysages glaciaux. Glacial? Le paysage glacial, tu sais. Puis j'avais lu que quand l'équipe est arrivée en Irlande pour le tournage, ils ont fait une grosse game, dans le fond, Goldstein puis Daly, ils ont organisé une grosse game de Donjon Dragon avec les comédiens en leur demandant de jouer leur personnage. Fait que d'une game de plusieurs heures, là, ils ont dû l'étendre sur quelques jours pour que ceux qui sont moins familiers avec c'est quoi du Donjon Dragon et tout voient, comprennent qu'est-ce qui se passe. Puis on dit qu'ils se sont quand même servis de la game pour inspirer certains moments du film. Probablement pas les événements parce que c'était déjà écrit, mais peut-être les réactions des personnages où tu sais, c'est un peu... On pense que tu réagirais de telle manière, mais là, ça fait 8 heures que tu joues dans ton personnage puis tu as réagi de telle manière. Ah, parfait, on va se servir de ça, tu sais, sur quel genre de réplique tu pourrais faire et tout. Fait que non, je trouve ça... C'est fait vraiment pour les bonnes raisons, tu sais. Puis ça faisait super longtemps que... tu sais, Donjon Dragon, ils voulaient faire un film, là, c'était oui, il y a eu des échecs, tu sais, mais même le dernier DVD, là, c'était 2012, là, ça fait pas si longtemps, mais ça fait une couple d'années qu'il y a plusieurs comédiens qui sont fans de l'univers, écrivaient des scénarios, pitchaient des scénarios, puis celui-là, c'était, je pense, Chris McKay, puis un autre gars, puis ça a été repris, puis là, après, ça a été donné aux mains de Daly, puis Goldstein, quand ils sont sortis des rumeurs de faire de Flash. Ouais, c'est ça, effectivement. Là, ils se sont fait approcher avec ça, puis on dit, OK, mais on va retravailler le scénario un peu à notre façon, et blablabla. Fait que, tu sais, la finale de tout ça, je dirais, là, c'est comme, boudez pas votre plaisir. J'ai l'impression que les gens vont regarder ce film-là un peu de haut en disant, je pense que ça a l'air niche, mais c'est vraiment le fun. Là. Comme on parlait d'Indiana Jones en entrée de jeu, il n'y a pas de raison de pas aimer ça. Là. Et surtout avec le succès que, mettons, Le Seigneur des Anneaux a connu, c'est plus léger que ça. Fait que c'est vraiment sans prétention, du gros plaisir. Est-ce que c'est un film grandiose? Non, mais c'est un super bon blockbuster, je pense. Je pense que c'est vraiment ça. Et tu sais, pour un budget de 150 millions, ce qui n'est pas excessif pour ce genre de produit, je pense que tout l'argent est à l'écran. Il y a peut-être
vers la fin une couple de séquences de vagues puis d'eau qui sont un petit peu plus limites, là, mais pour le reste, c'est super cool. Et je vais finir en disant que la tune officielle du film, la chanson thème Wings of Time, est écrite par Tame Impala. Puis c'est un band que j'écoute, mais je pensais que c'était un band parce que c'est un nom de band, mais dans le fond, c'est juste un gars. C'est Kevin Parker, c'est juste son nom de projet, c'est Tame Impala. En show, il est tout le temps avec les mêmes musiciens, mais c'est un Australien qui fait tout ça. Puis j'arrête pas de l'écouter en boucle là, depuis un bout. La tune joue juste à la fin dans le petit générique animé. Que d'ailleurs, parenthèse, il y a une petite scène après ce petit générique-là visuellement beau. Puis après le générique, il n'y a rien. Là. Vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à la fin. Puis ouais, je la trouve super bonne, la chanson. J'arrête pas de l'écouter. Mais j'ai lu que ils ont dit que pour les pays de la francophonie, ça serait une toune de Mylène Farmer, L'Emprise, qui allait être comme la chanson thème. Mais là, j'ai pas écouté le film. Comme on discutait, j'ai pas écouté les versions québécoises. Là. J'essaierai d'aller voir ou de m'informer s'ils l'ont changé. Ouais. Mais je penserais pas qu'ici, ils l'ont changé parce qu'on n'est pas un pays de la francophonie comme tel. Là. C'est plus la province. Fait que d'après moi, on a la même version avec la toune de Tame Impala. Mais ça doit être pour vraiment la France, puis je sais pas, la Belgique, puis des affaires comme ça. Là. Surtout que Mylène Farmer est comme, pense, moins connue que Tame Impala, ou du moins pour ma génération, là, peut-être. Ouais, là, mais en tout cas, c'est un drôle de choix d'ailleurs. D'avoir choisi elle. Ouais, c'est ça. Puis d'avoir mis une chanson en français. C'est juste qu'elle a un album qu'elle a fait. Tu sais, Tame Impala a écrit la tune juste pour le film, mais pas sur un album. Il faut l'écouter sur Spotify n'importe où. Et juste comme tout seul. C'est un single. Mais Mylène Farmer, c'est une tune de son plus récent album. Je suis allé voir le vidéoclip. Puis c'est comme elle qui chante devant un fond noir. Et il y a des images de Donjon Dragon au travers. Fait que, OK, très classique comme clip un peu. Puis. Mais je pense que c'est la première fois que j'entends ça. Peut-être que ça existe, là, mais qu'on change vraiment une chanson de générique pour d'autres pays dans une autre langue. Là. Ouais, puis tu sais, pour la francophonie, c'est pas. Tu sais, il l'aurait changé, peut-être, pour la Chine. Puis ben, déjà, il y a plusieurs langages, là, mais tu sais. Le français, c'est pas la langue, c'est pas la top 5 des langues parlées au monde, là, je pense pas. Là, fait que... Enfin, drôle d'histoire. Puis j'ai le dernier fun fact que j'ai vu. Je pense que c'est ça, j'ai vraiment trippé sur le film. Plus que je pensais, c'est ça que j'ai fait full de lecture au travers. D'habitude, c'est toi qui a infini info. Juste avant la sortie du film, ils ont écrit plusieurs auteurs qui ont écrit un roman un peu plus ado, un qui est un peu plus adulte, puis un roman graphique, là, une BD, qui sont des prequels au film. Puis le roman graphique est sorti le 7 mars, là, il est sorti au début du mois. Fait que c'est comme la gang qui commet un certain vol avant les événements, où tu sais, dans le début du film, vous comprenez la passe où Chris Pine puis tout vole des affaires. Ben là-dessus, le roman ado, c'est plus sur la personnage de Sophia Lillis, là, la druide, genre une aventure à elle. Du backstory au personnage en roman. Fait qu'ils sont vraiment en train de créer un univers... Ben, Donjon Dragon, ça existe déjà, mais autour de ces personnages-là. De cette incarnation-là. Ouais. Et du côté ben, c'est Paramount qui distribue, fait que du côté de Paramount+, leur chaîne de streaming, on a donné le feu vert là, pour tourner un pilote pour une série télé qui aurait 8 épisodes. Puis je ne sais pas, c'est pas clair si c'est vraiment avec tous ces personnages-là. Là. Est-ce que Chris Pine serait dedans puis tout, ou on prendrait peut-être le personnage de Justice Smith puis on ferait de quoi juste avec lui ou quelque chose comme ça, ou juste... pour essayer d'être raccord dans la continuité. Là. Ça, c'est pas clair, mais... c'est clair qu'on veut instaurer un univers, c'est ça, là, sur plein de plateformes, plein de médiums. C'est ça. Puis tu sais, c'est pas... bon, je sais pas si ça vaut la peine de dire ça, mais c'est pas une fin ouverte que vraiment il va y avoir une suite nécessairement, mais l'univers est là et tout. Fait que si l'argent est au rendez-vous, c'est clair qu'ils vont nous en faire un autre. Ils vont continuer les aventures de cette nouvelle mouture, de cette nouvelle adaptation-là. Tout à fait. Fait que, bref, Donjon Dragon, une surprenante sortie familiale. Moi aussi, je pensais que ça allait être comme vraiment de la merde, puis non, c'est super le fun. Et à surveiller, donc peut-être pour les versions françaises de ces livres-là, je suis pas mal certain que ça va être traduit et éventuellement disponible. Ouais, c'est ça, là, sorti le 7 mars. Mois, là, il y a toujours un décalage souvent... excusez-moi, entre les traductions et tout ça, mais je pense que ça va être à surveiller dans vos librairies pour ceux qui voudront poursuivre leur incursion dans cet univers-là.
OK, on va où? Dans le plus traditionnel ou le plus foufou? Ben, continuons dans le foufou avec Fumée fait tousser de Quentin Dupieux. Oui, comédie fantaisiste, absurde, au générique d'une belle brochette de comédiens françaises, tous très connus. Gilles Lelouch, Anaïs de Moustier, Vincent Lacoste, Jean-Pascal Zidi, qu'on avait vu entre autres dans Coupé, et Alain Chabat, Benoît Poelvoorde, des traditionnels de l'équipe de Quentin Dupieux. Proposition audacieuse, on a ammoniac, benzène, mercure, méthanol et nicotine et leurs petits robots parlants qui sont les membres de la Tabac Force, OK? Donc la force du tabac, qui est un genre de band de super-héros, un petit peu comme les Power Rangers ou les Sentai, je pense que c'est leur nom... Sentai ou Sensei, qui est leur nom original au Japon. Ben, en fait, ils sont devenus des Power Rangers aux États-Unis, mais il y avait un autre nom là, au Japon. Ils en tournaient comme à l'infini de ces émissions-là, puis tout. Là. Fait qu'ils protègent les humains contre les forces du mal dans des espèces de batailles qui ressemblent au même principe, là, des gros costumes de mousse, puis ils ont des super pouvoirs de cancer de cigarettes. Et ils font ça sous les ordres de Chef Didier, qui est une espèce de marionnette rat, un petit peu comme un Maître Splinter. Tout ça dans un rétro-futur. Fait que, donc, le futur, mais d'il y a longtemps. Fait qu'il y a encore plein de télé cathodiques, puis de gros objets pour communiquer, mais en même temps, on fait des genres de zoom avec tout ça. Fait que très, très dystopique. Sauf que là, le chef Didier sent que leur dernière mission est allée so-so. Fait qu'il dit, il faut que vous ressoudiez votre esprit d'équipe. Fait que je vous envoie en retraite fermée là, sur le bord d'une rivière. Puis là, autour du feu, ils vont commencer à se conter des histoires d'horreur. Fait que c'est un peu ça. C'est comme une suite de sketchs ou mais autour de ce thème-là, des super-héros et d'histoires horrifiques. Et dans ces histoires-là, il va y avoir aussi d'autres comédiennes en vogue et très connus en France. Là. Fait que je pense que tout le monde aime travailler avec Quentin Dupieux. Mm-hmm. J'ai oublié de noter, c'est genre son 7e long-métrage, peut-être. C'est aussi assez bref, c'est 1h15 le film. Et il fait jamais des films très très longs non plus. On en discutait hors d'onde. Son plus gros succès, ça a été Robert, là, vraiment le pneu tueur en série et tout. C'est très méta dans l'approche ici encore, mais pas méta clever comme Scream, mettons, ou ces nouveaux trucs-là, mais plus pour se moquer vraiment des choses qui imitent là, un peu là, tous ces films de super-héros avec leurs batailles, leurs super-pouvoirs, mais autant ils s'en moquent, autant tu sens qu'ils célèbrent ça et qu'ils aiment ça. Là, une espèce de créature qui tue au début, qui a un bain de sang sur... Les lois de la physique ne font plus de sens, tout le monde reçoit une chaudière de sang d'en face. Quentin Dupieux, peut-être qu'on est en train de vous dire ça, puis vous faites what the fuck, c'est quoi ce film-là? Pourquoi j'irais voir ça? Mais il y a vraiment comme une armée de fans qui adorent tous ces films, qui ont des propositions toujours très bizarres. Je les ai pas tous vus, mais un des derniers, il y a quelques étés, Mandibule, où les deux gars trouvaient une mouche géante, puis là, c'était deux potheads là, vraiment idiots, puis ils essayaient de la dompter pour qu'elle commette des vols de banque pour eux, puis des choses comme ça. Fait que ce genre d'histoire folle. Je pense que tu as vraiment aimé. Tu n'avais pas d'attente trop non plus pour le film. Non, effectivement. Ben, en fait, je me fie un peu à ce que j'avais vu comme bande-annonce. C'est déjà là la proposition me séduisait. Et moi, je n'ai vu aucun de ses films précédents. Je connaissais un peu de nom. Je me rappelle de la bande-annonce de Mandibule aussi. Donc, je m'attendais à quelque chose d'assez flyé et j'ai pas été déçu. Par contre, je comprends que c'est très niché. Il faut vraiment aimer ce genre d'humour-là. Mais c'est complètement absurde. Mais juste bien joué. Juste de bons gags en général. Faut faire attention, la trame narrative est quand même un peu spéciale. Donc, si justement vous avez vu la bande-annonce et vous attendez quand même un récit conventionnel, ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est ce que j'ai apprécié justement. C'est vraiment une offre singulière. Là. Ça fait partie de ces films-là qui... Ben, ça fait qu'il n'y a pas de longueur non plus. T'as pas un arc narratif traditionnel où l'équipe se remet en question, puis là, ils reviennent ensemble, puis c'est comme, non, ils se comptent des histoires, puis après, on revient à eux, puis qu'est-ce qui se passe dans leur retraite, puis ils se racontent. Oui, puis avec une fin complètement... abrupte et ouverte. Donc, non, puis gros coup de cœur pour le rat Splinter, chef d'équipe. Chef Didier, c'est malade. Puis c'est comme... C'est un gros trip d'acide, le film. Ce rat-là est un aimant à femme, là. Puis toutes les femmes sont comme en amour avec lui, puis il y a de la grosse bave. C'est une vieille marionnette, c'est Alain Chabat qui fait la voix. C'est comme... c'est un bijou. Tu sais,
tous ceux, là, je nomme, en cinéma, j'y connais moins, mais si vous avez trippé là, les Chic and Swell, les Appendices, je pense les Denis Drolet en humour, Jean-Thomas, ce film-là est pour vous, là. Tout à fait, exactement là, tu sais. Ou que vous aimez réécouter des vieux films de Kung Fu, des affaires de même, des Power Rangers, des trucs de même. Il y a un petit côté de Team America, évidemment moins vulgaire et peut-être moins conventionnel au niveau de la structure, parce que Team America parodiait beaucoup les Sentinelles de l'air et tout ça, mais on restait dans une trame classique, même si on se moquait de ce genre-là, avec des références très méta, alors que là, on est un petit peu ailleurs, on est plus vraiment dans l'éclaté. Là. Puis, écoute, vraiment, si vous aimez les trucs originaux qui se démarquent, qu'on ne peut pas classifier, manquez pas ça, parce que malheureusement, je pense que ça ne restera pas longtemps au cinéma. Non, c'est ça. Mais allez-y. Là, déjà, je ne sais pas sur combien d'écrans ça ouvre, mais c'est pas dans un cinéplex. Là. Non, c'est clair que non. Ça prend votre cinéma indépendant de quartier. Il y a, puis tu sais, au travers de ça, il y a quand même des points, justement, tu sais, comme on dit, l'utilisation des réseaux sociaux, le machisme, beaucoup avec le personnage de Gilles Lelouch. C'est ça, un peu de la politique, mais sans que ça soit le thème principal du film. Je m'attaque aux réseaux sociaux, puis au cellulaire, mais tu sais, juste des petits clins d'œil dans l'imbécilité de certains personnages. Tous les personnages sont un peu imbéciles à leur façon, mais c'est comme cet univers-là est ainsi fait. Fait que, c'est peut-être que certains vont rester de marde devant ça, mais moi, je trouve ça un délice. C'est hilarant. Alors, si vous cherchez quelque chose d'un peu plus classique, Les Cyclades de Marc Fitoussi sera pour vous. Oui, voilà. Avec Olivia Côté, Laure Calamy et Kristen Scott Thomas. On va suivre principalement le personnage d'Olivia. J'ai dit Côté, mais c'est Côte. Olivia Côte, qui est une divorcée assez dépressive, très... pas nécessairement introvertie, mais qui a des problèmes d'anxiété. Ouais, c'est ça. Très anxieuse, presque agoraphobe, qui veut pas déroger de sa routine, qui devait aller en Grèce en voyage avec son fils qui vient de quitter la maison pour aller en appartement. Mais là, il peut plus finalement, je pense parce qu'il trouve une autre job, quelque chose comme ça. Fait que il décide d'envoyer la meilleure amie de sa mère, mais qui ne sont pas revus vraiment depuis le lycée. Là. En tout cas, elle vient de recommencer à reconnecter avec elle, qui est jouée par Laure Calamy. Puis il dit, regarde, prends ma place sur le voyage, je suis sûr que ma mère va vouloir. Sauf que là, elles sont aux antipodes l'une de l'autre. Le personnage de Laure Calamy, Magali de mémoire, comme vraiment décomplexée, est imprévisible, est un peu menteuse. YOLO, là, on vit au jour le jour tant qu'on a du fun, beaucoup porté sur la sexualité, alors que l'autre qui est divorcé, dépressé, vont être très prude puis qui est pas prête à retourner en selle, comme on dit. Et ça se veut aussi une sorte de reprise de leur voyage de rêve de jeunesse quand ils étaient amis au secondaire, au lycée. Elles capotaient, là, on est en 88-89, elles capotaient sur Le Grand Bleu avec Jean-Marc Barre, qui était leur film et leur trame sonore préférée. Fait qu'évidemment, ces retrouvailles-là dans ce road movie à travers les Cyclades, qui sont comme une chaîne d'îles en Grèce, là, je dis une chaîne, mais c'est un archipel, voilà, c'est ça. Puis qui est comme en forme de cercle, c'est ça qui s'appelle les Cyclades. Et au travers de ce road movie-là, ils vont venir déterrer un petit peu les cacas du passé et essayer de comprendre finalement pourquoi leur amitié avait fini et que ce qu'on attribue aux autres n'est pas nécessairement ce qu'on pense, qu'est-ce qui se cache derrière les masques, voilà. Donc, formule du genre Odd Couple, où évidemment, on met deux personnages complètement aux personnalités opposées qui va donner des situations comiques. Formule qui fonctionne à maintes reprises au cinéma. Très bien réussi, j'ai trouvé dans le film, à cause de ces comédiennes qui sont vraiment très bonnes. Ouais. J'ai vraiment embarqué. Moi, j'ai trouvé ça on parle des Cyclades, on parle de la Grèce, donc c'est sûr que c'est beau en partant. Mais j'ai trouvé ça très humain comme comédie, parce qu'on aurait pu tomber un peu dans les gags faciles. Ouais, dans la facilité, disons ça comme ça. Mais non, tu sais, c'est pas des personnages superficiels non plus. Au fur et à mesure des petites couches qui sont révélées. Donc, très touchant. Fait que moi, je pense que c'est vraiment une bonne comédie intelligente, bien fait, qui, je pense qu'il va juste vous mettre le sourire
au visage. Exact. Je pense qu'on ne réinvente pas la roue, mais on la fait bien, la roue. Oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est que Fitoussi, il a réalisé aussi quelques épisodes de 10%, là, Call My Agent, dans lequel Laure Calamy a vraiment été mis au grand jour, là, si on veut, dans l'œil de tous. Là, elle qui est dans comme 5 films par année. Incroyable. Puis, puis qui joue, elle peut passer autant du drame que à la comédie. Là, très versatile. Ouais. Puis c'est elle avait joué avec Olivia Cote dans Antoinette dans les Cévennes, en tout cas elle a parté à l'aventure dans les Cévennes, qui est une zone de France dans les montagnes, pour retrouver son amant, mais son amant était avec sa femme jouée par Olivia. Puis c'est elle qui a parlé à Fitoussi en disant non, elle est super bonne cette actrice-là. Puis finalement, il l'a choisi pour ce rôle-là. Puis il disait c'est fou parce que dans la vie, elle est complètement l'inverse de son personnage. Justement, elle est plus éclatée et tout. Puis là, il fallait qu'elle joue toute en prude. Ouais, c'est ça, en retenue, puis être choquée un peu des choses. Surtout que, tu sais, Kristen Scott Thomas, ils vont la croiser éventuellement sur les îles, puis elle aussi est plus libertarienne, puis c'est une artiste, puis on se promène nu, puis tout. Fait que, ouais, ça va choquer les mœurs un peu, mais sans être trop gag facile, là, justement. Là, des fois, il y a une version d'une comédie française très premier degré, mais c'est pas ça ici. C'est plus en douceur. C'est pas l'humour de Franck Dubosc. Non, c'est ça, voilà. Un peu plus subtil. Pour le nommer. Et il y a sur le monciné.ca, sur notre site internet, il n'y avait pas de place dans le magazine, mais on a une entrevue avec Marc Fitoussi, que notre collègue Pierre Blais a réalisé. Il parle entre autres que le tournage était pas mal plus ardu qu'il pensait. Là. Il dit je veux pas me plaindre parce qu'on était en Grèce, mais on était à une mauvaise période. Ils vantaient en tabarouette. Il fallait amarrer des scènes de bateau, il fallait les amarrer. Pour les perchistes aussi, c'était comme l'enfer. Il y a une scène où finalement les filles se promènent avec leurs valises à roulettes. On n'avait pas prévu que ça ferait autant de bruit. On entendait juste ça d'un perche. Il a fallu vraiment improviser. Je pense qu'il y a eu beaucoup de mauvais temps. Puis il y a une scène de baignade. Il y avait plein de méduses. Fait que sur le coup, faut... Tu sais, c'était un genre de tournage que c'est comme OK, on peut pas le faire comme le plan A, ça nous prend un plan B tout le temps, puis tu sais, sans modifier nécessairement le scénario, mais juste dans la mise en scène et tout. Fait que ouais, sur monciné.ca, elle est dans la section entrevue, puis il y a ça de disponible. D'ailleurs, j'allais dire, c'est ça, je trouve ça drôle parce que je parlais d'Antoinette dans les Cévennes qui avait connu quand même un bon succès, surtout c'était au printemps 2021, on était dans une reprise après la première fermeture pandémique et tout. Puis le film avait accumulé, je pense, à peu près 100 000 $ ou un peu plus au Québec, ce qui est très bon pour l'époque. C'était vraiment dans les conditions. Ouais, c'est ça. Ce qui est vraiment charmant pour c'était un film vraiment charmant et tout. Fait que c'est le même distributeur au Québec, Axia Film, qui sort à peu près à la même période, même genre de dans les bons sentiments et tout. Fait que peut-être qu'on essaie de répéter la formule. C'est une bonne période pour ça. Je pense qu'il était sorti au milieu de l'été ou à Noël ou de quoi, il aurait passé sous le radar. Mais là, il y a beaucoup de place dans les cinémas du Québec. Voilà. D'ailleurs, quand le film a débuté puis j'entends la musique du Grand Bleu, je me suis dit, hey, c'est sûr que je vais aimer ça. Moi, j'avoue que je suis un grand fan. Je l'ai jamais vu, finalement. C'est quelque chose. Il faudrait bien. Et puis, et d'ailleurs, j'étais curieux de voir pourquoi amener ce lien-là. Ce qui est drôle, c'est que lui, à l'époque, lorsqu'il avait vu le film au cinéma, il disait qu'il avait 13-14 ans, donc il avait trouvé ça lent et ennuyeux. Mais c'est lors d'un voyage, justement, à Margos, où le film a été tourné, qui a fait avant de se lancer dans l'écriture, mais l'idée était déjà en train de germer. Donc, cet là vraiment a été vraiment mis de l'avant, donc comme l'île du Grand Bleu. Là, fait que partout, il y a des projections du film dans des bars qui disaient, puis la musique d'Éric Serra joue dans les bars, dans les hôtels, tu l'entends partout, puis il y a même le bar en arrivant qui disait du port et nommé le Grand Bleu. Fait que je trouvais ça vraiment comme curieux, puis vraiment dépaysant de voir que la popularité du film avait duré depuis tant d'années, mais que c'est devenu comme un film culte quand même français. Donc il a décidé d'incorporer ça dans le film, que je trouvais ça quand même un bon petit clin d'œil. Mais c'est drôle, justement, j'oubliais, mais la relation avec la musique dans le film, parce que Laure Calamy, son personnage capote sur le disco. Ouais. Parce que comme il y a tous les sentiments et les affaires, fait qu'elle se traîne son iPod, puis le film est contemporain, là, il se passe aujourd'hui, mais elle a encore son iPod qu'elle traîne, à chaque fois qu'il y a des DJ, puis des affaires, elle dit c'est de la merde ce que tu mets là, toute la musique full électro qui se passe à rien, elle dit mets ça, mets tel tune, puis là mets du Donna Summers, puis des trucs comme ça, puis ça me fait rire, quelqu'un qui est comme non, je suis une bonne DJ.
Donc, oui, on a bien apprécié les Cyclades. Donc, à voir. Voilà. Dans autre sortie, j'en ai deux à mentionner. Oui. Il y a d'abord le drame Le Coyote de Catherine Jerkovitch, qui est son deuxième long métrage, qui avait fait Les Routes en février, il y a quelques années. Je l'ai pas vu, lui, j'ai pas eu le temps pour ça. Ça raconte l'histoire d'un homme, d'un immigrant qui n'est pas parvenu à retrouver du travail dans la restauration depuis qu'il a vendu son restaurant mexicain Le Coyote il y a 10 ans à Montréal. Alors, donc, Camilo travaille comme agent d'entretien. Puis au moment où une ancienne connaissance lui propose un poste de chef cuisinier dans son restaurant La Malbaie, il est tout heureux de dire oui, c'est sûr, je veux y aller. Sauf que sa fille débarque, qu'il n'a pas vu depuis quelques mois. Puis elle le supplie d'héberger son fils de 5 ans pendant qu'elle retourne dans une énième cure de désintox. Fait que, évidemment, Camilo n'aura pas le choix de temporairement mettre de côté ses projets puis de s'occuper de l'enfant. Fait qu'au travers de cette relation familiale-là, fait qu'on va traiter les termes de relations conflictuelles, du don de soi, d'espèce de quête de pardon, mais toutefois sans tomber dans le sensationnalisme de la toxicomanie sur la famille puis de l'enfant battu puis tout. On évite ces pièges-là. Fait qu'on dit beaucoup de bien du film Le Coyote, qui est avec Jorge Martinez Colorado dans le rôle principal, qu'on avait vu dans Les Oiseaux ivres et qui avait aussi été révélé dans la série télé de Philippe Falardeau, Le Temps des Framboises, que je n'ai pas vu, mais que j'ai entendu beaucoup de bien. Mais Les Oiseaux ivres, on avait tous deux aimé. C'est pas le personnage principal, mais c'était un des plus vieux, un des travailleurs mexicains, justement. Puis je pense que dans les deux, dans Le Temps des Framboises aussi, il fait un travailleur mexicain, puisque... Il y a le casting. Et c'est le casting, puis c'est de ça que parle la série, voilà. Et il y a le documentaire de la semaine, 2012 / Dans le cœur de Arnaud Valade et Rodrigue Jean. On est en 2012. Qu'est-ce qui s'est passé de majeur au Québec? C'était les manifestations étudiants, le printemps érable, les carrés rouges. Alors, des milliers d'étudiants sont en grève et affrontent les forces de l'ordre lors des rassemblements organisés par le PLQ, le Parti libéral du Québec, qui était alors au pouvoir avec le bon Jean Charest. Le film suit principalement 2 événements, celui du Salon Plan Nord, qui était au Palais des Congrès de Montréal. Les étudiants qui étaient alors en grève depuis 3 mois ont assiégé le bâtiment. Et l'autre événement qu'on suit, c'est comme 2 semaines plus tard, c'était le conseil général du PLQ qui craignait ça à Montréal. Fait qu'ils sont allés à Victo, mais finalement, tout le monde est quand même allé au Palais des Congrès de Victo pour manifester. C'est plein d'images d'archives. Autant il y en a de Radio-Canada, il y en a de différents médias universitaires et il y a des gens qui allaient aux manifestations puis qui filmaient. Ce qui est cool, c'est que c'est bien filmé. C'est pas... je pense que si l'événement arrivait aujourd'hui, ce serait juste des cellulaires verticaux qui filment plein d'affaires puis que c'est le chaos. Mais le monde avait des bonnes caméras Sony de qualité et tout. Fait que les documentaristes ont réussi à mettre la main sur tout ce footage-là, monter ça. Mon bémol, c'est pas un résumé de tout ce qui s'est passé. C'est pas comment ça a commencé, le conflit, chaque étape. On parle pas de Gabriel Nadeau-Dubois là-dedans. C'est vraiment ces 2 affrontements-là. Puis il y a une petite ouverture à la fin sur les marches avec les casseroles qui étaient beaucoup plus pacifistes. Mais on parle beaucoup de la fermeture du discours du PLQ puis de la brutalité policière, dans le fond. Mais on voit qu'il y a quand même de la brutalité du côté des manifestants. Il y en a qui sont très pacifistes, mais on le mentionne quand même qu'il y a probablement tout le temps du monde qui cherche du grabuge, qui s'immisce dans ces événements-là. Fait que ça reste un peu un objet de curiosité. C'est très violent d'une certaine manière. On se souvient qu'il y avait là on le voit pas, mais je pense que quelqu'un était décédé, je suis plus sûr de tout ça, mais on voit la fameuse personne qui a perdu un œil et tout là, avec soit une grenade lacrymogène ou une balle de caoutchouc qui avait reçu d'en face puis tout. Fait que c'est très cru. C'est sûr qu'il y a de la partisanerie, comme on dit là. Le film n'est pas neutre du tout. C'est quasiment à câble. Mais je pense que dans le contexte de 2012, quand on va reparler de ça, c'est un film qui va être emblématique parce qu'il montre vraiment une réalité qui s'est passée. Là. On a beau avoir un parti pris pour l'un ou l'autre. Moi non plus, je suis pas super fan de brutalité policière, mais ça m'a laissé un peu sur ma faim dans le film là, à ce niveau-là, parce que peut-être je m'attendais à avoir un grand résumé. C'est sous une narration de Safia Nolin aussi tout le long là, qui raconte certains passages un peu poétiques pour exprimer les choses, mais il n'y a pas de mise en contexte tant que ça. Là. C'est vraiment 2 shots d'une demi-heure, 2 montages de 30 minutes de ces 2 événements-là. C'est tout le temps, les manifestants se rendent le plus proche possible de l'action du centre des congrès à l'intérieur.
Puis là, amener la police se resserre. Souvent, ils sont très pacifistes, mais là, la police se resserre. Puis là, ils les éloignent, des petits coups de matraque commencent. Puis là, tout le monde recule. Puis là, la police recule vers eux pour amener tout le temps le monde le plus loin possible. Ça doit être juste la tactique policière. Puis là, il y a des gaz au travers de ça. Puis c'est comme dispersez-vous, puis rentrez chez vous. Donc, si vous avez une partie militante en vous, c'est le film qui va peut-être vous interpeller. Ouais, c'est ça, exact. Ben là, ça donne pas envie de. Ben, quoi que en tout cas, le Parti libéral a beaucoup changé. Les visages ont changé. Oui. Mais. Ouais, c'est ça. Bref, fait que ça peut être un drôle de souvenir pour ceux qui l'ont vécu, mais c'est pas juste 100% de la violence, mais on comprend qu'il y a des choses qui l'ont échappé de part et d'autre, puis que peut-être à chaque fois on n'était pas vraiment prêt à ce qui allait arriver. Tu sais. Et au travers de ça, est-ce qu'il y a une quête de rentrer dans les bureaux du parti puis de voler un objet? Non, il n'y a pas ça. Pas comme dans. Il n'y a pas de game de Donjon Dragon au travers de ça. Tu sais. C'est tout pour cette semaine. Il y a plusieurs films américains aussi qui sortent super limités. Là, fait que je suis pas peut-être juste à Montréal ou des trucs comme ça. On verra plus tard si ça s'étend, là, mais c'est pas mal les 5 films forts que vous pouvez retrouver en fin de semaine en nouveauté. C'est sûr que John Wick est encore au rendez-vous pour la plupart. Le Plongeur aussi fait encore de très bons résultats dans les cinémas et plusieurs autres qu'on oublie. La semaine prochaine, mais en fait dès mercredi, le 5 avril, justement pour la venue de Pâques, il y a le film de Super Mario Bros qui prend l'affiche. On vous en discutera la semaine prochaine. Air également de Ben Affleck sur Très hâte de voir ça. Ouais, l'association de Nike avec Michael Jordan qui ont lancé toute la gamme Air Jordan puis ses nouveaux souliers de basket qui était un deal incroyable. Fait qu'un film, un drame sportif de bureau là, un peu à la Moneyball là, d'une certaine façon. Et au Québec, Bungalow, un film assez unique aussi également, comédie noire de Laurence Côté-Collins avec Guillaume Cyr et Sonia Cordeau qu'on a vu cette semaine. Très hâte d'en discuter. J'ai vraiment adoré ce film-là. J'ai vraiment aimé ça. Il y a tout pour devenir culte. Il manque juste à ce que les gens viennent le voir. Checkez ça d'ici là, la bande-annonce de Bungalow. Ou tu sais, même pas besoin d'attendre notre épisode. Vous pouvez déjà acheter vos billets pour la semaine prochaine dès que ça sera disponible. Faites-nous confiance. Fait que d'ici là, comme d'habitude, écrivez-nous au balado au singulier @monciné.ca. Des fois, je réponds pas vite parce que j'ai pas toujours le temps, mais je vous lis et je vous considère. Merci de nous écrire et je vais essayer avant Pâques de répondre à ces quelques courriels. Et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique et également à aller lire l'article sur les Cyclades qui est lui aussi directement sur le monciné.ca. Et vous pourrez savoir aussi sur le site dans quel cinéma vous pouvez trouver le magazine en copie papier. Voilà. Excellent. Mais sur ce, on vous souhaite bonne semaine, bon cinéma et bon popcorn. Bonne quête.